Adieu 2010, bienvenue 2011, bonne année boursière à tous, bonne année Franklin. Oui, bonne année Thomas et bonne année à tous. En effet, on va encore ensemble se retrouver pour suivre cette actualité boursière cette année avec une première émission un peu spéciale, histoire de donner le cadre de ce que l'on peut attendre en 2011, après une année 2010 fort intéressante. On commence par un thème qui a marqué 2010 et qu'on va sans doute resservir en 2011, les dettes souveraines européennes. Est-ce que vous en avez peur ? Peur non, parce qu'on sait que ça fera partie du décor. L'inquiétude, en revanche, c'est de dire qu'au cours de l'année 2010, on s'est attaqué aux zones périphériques. Là, on va peut-être s'attaquer au lourd, et c'est peut-être ça qui va justement perturber, secouer même les marchés de façon assez violente. Moyennant quoi, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de l'euro, on s'en sortira, comme à chaque fois, et donc ce seront à chaque fois des opportunités pour entrer dans le marché. Il faut le voir positivement en fait, d'un point de vue boursier. Oui, d'un point de vue boursier, ce seront des échéances intéressantes et des opportunités d'achat. Alors peur, non, mais je pense que ça fera peur à beaucoup de gens et il ne faudra surtout pas paniquer dans ces moments-là. On n'a pas du tout entendu parler de ces questions pendant les vacances. C'est peut-être parce qu'on a la tête ailleurs, mais ça n'a pas semblé préoccuper grand monde. On a eu un petit souci avec l'Italie. Les émissions italiennes, souvenez-vous, en fin de semaine dernière, qui ont justement pesé sur la tendance. Mais comme d'un autre côté, les opérateurs étaient en congé, en vacances, les volumes étaient très faibles, donc ça a pesé sur l'indice et la tendance. Et là, on rouvre le bal avec l'Allemagne et la France qui doivent emprunter cette semaine des montants importants. Voilà, pour l'Allemagne, il n'y a pas de problème. La France, on va justement voir, on parle de 8 milliards à peu près, je crois. On va voir comment ça se passe et ça risque d'être peut-être un petit peu tendu, mais enfin sans autres préoccupations importantes. De toute façon, il fallait s'y attendre. Ce n'est pas parce qu'on change d'année calendaire que les problèmes disparaissent du jour au lendemain. Un peu si quand même, Thomas. Permettez-moi de vous couper, mais regardez, on a quitté une semaine baissière et ce lundi, on attaque en fanfare. À mi-séance, on est à 2,20% de hausse. Ouais. Donc peut-être qu'on remet les pendules à l'heure et puis c'est balle neuve, quoi. Balle neuve pour la bourse, mais les problèmes de dette, eux, quand même, on l'a dit, perdurent. Alors, autre question qui risque de sous-tendre cette année boursière 2011, comment refroidir la machine chinoise? Et tout est question, bien sûr, de dosage, parce qu'il ne faut pas que le moteur s'emballe, en même temps, il ne faut pas le faire caler en le refroidissant trop. Ça va être une thématique, selon vous aussi? Oui, bien sûr. Quand on voit certains grands prix en F1 se perdent au stand quand la voiture cale et ne redémarre pas. Donc là, effectivement, dans la zone chinoise, on voit les autorités qui, depuis longtemps, ont mis en place renforcement des fonds propres des banques, encadrement du crédit, restrictions en tout genre pour éviter cette surchauffe. Il ne faudrait pas qu'effectivement, avec ces décisions qui seront prises, on fasse caler la machine. Alors, bon, il y a de la marge quand même. Oui, il y a beaucoup de marge. Je pense qu'on est obligé de l'évoquer, ça fait partie du paysage, mais les craintes sont quand même mineures, on va dire. C'est intéressant parce que j'ai abordé la question asiatique, finalement, la question chinoise, avant de s'intéresser aux États-Unis. Est-ce que là aussi, on assiste à un changement, finalement, une révolution copernicienne? La planète tourne dans l'autre sens? Oui, vous avez raison de souligner cet aspect. Je me souviens qu'on fait régulièrement des présentations, des roadshows, comme on le dit chez Barclays. Et typiquement, on commençait par les États-Unis, ensuite on allait sur l'Europe et on finissait par les émergents. On l'a évoqué ensemble au cours de l'année 2010. Les émergents sont devenus de plus en plus émergés. Donc on a eu tendance à les citer en premier, à parler de l'Europe en second, qui était effectivement le vrai sujet de l'année 2010. Et puis, les États-Unis étaient notre troisième préoccupation et le troisième sujet de conversation, passant du rang 1 au rang 3. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les regarde différemment, mais qu'on est dans une relative sérénité du côté des États-Unis. C'est la raison pour laquelle on en parle moins en priorité. Et puis, un signe qui ne trompe pas, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus aux statistiques chinoises. On entend maintenant de plus en plus l'indice des directeurs d'achat chinois. Alors qu'avant, on s'intéressait plutôt à ceux de la région de Chicago ou en tout cas d'autres régions, en Europe notamment. Ça, c'est aussi un signe qui ne trompe pas, les statistiques chinoises, même si on se demande comment elles sont précises, parce qu'ils ont déjà du mal à se compter. Alors, les statistiques chinoises, on imagine que c'est encore plus compliqué. Mais c'est quelque chose que vous regardez, vous, en tant que boursier?
On les regarde parce qu'on nous les soumet, mais j'ai envie de dire que autant, comme vous le soulignez à l'instant, on continue de regarder les statistiques américaines et que les statistiques américaines ont un véritable effet sur le marché. Ce qui n'est pas le cas. La Chine, on regarde les indicateurs, on sait, comme vous venez de le souligner, et je crois que c'est Wikileaks qui en a parlé, traduisant les propos d'un des dirigeants qui disait qu'effectivement il publiait des chiffres sans en connaître la teneur et la véracité. Donc on sait qu'on est sur des chiffres qui sont très approximatifs. Aux États-Unis, ils sont meilleurs, ils sont peut-être pas parfaits puisque chaque mois on les revoit, on les corrige. Mais c'est la tendance qui est intéressante quand même. C'est la tendance. Et c'est vrai que la tendance a un impact sur les marchés quand ça vient des États-Unis. Pour le moment, ça n'en a pas beaucoup quand ça vient de Chine. Alors on finit ce tour du monde donc avec les États-Unis. Est-ce que le rebond 2011 va être vraiment l'année du rebond, hein? On anticipait au début de cette crise un rebond violent côté américain. On se rend compte qu'il est finalement autour de 2,6 en rythme annuel de PIB. De croissance de PIB, finalement, ce n'est pas ce qu'on imaginait aux États-Unis. Hein. La machine, là aussi, a du mal à repartir aussi vite qu'en 40. Oui, alors là, vous avez cette approche macro, on parle économie, nous on l'a plus d'un point de vue de marché, et finalement, à part le CAC qui a été la lanterne rouge des bourses des grands pays développés, la bourse américaine s'est très très bien comportée. On a eu une très belle performance de l'ensemble des marchés américains, on a eu une mauvaise performance des émergents, le Brésil, même la Chine, on a eu une très belle performance de l'Allemagne. Comment est-ce qu'on explique alors la dichotomie entre des chiffres macro moyens, on va dire, pour les États-Unis et des performances boursières, c'est-à-dire plus la vie microéconomique en bonne santé? Eh bien, ça a été notre thème tout au long de l'année. On n'a parlé que des dettes souveraines. On a été interpellé par les dettes dès janvier. On a eu le nez dedans au mois de mai et on en a repassé une couche à l'automne. Et puis, ça a fait passer au second plan les excellentes publications du T1, du T2, du T3. Donc on a vraiment une micro qui surfe sur la vague, on a une reprise des investissements, on a la consommation des ménages, on a des thématiques importantes. Ça peut durer ça en 2011 qui sont durables. On est dans un cycle économique qui a été enclenché mi-2009. On l'a validé en 2010. Les chiffres de la fin de l'année 2010 et du début 2011 qui sont attendus vont encore valider ces excellents chiffres. On a eu lundi un chiffre allemand sur des indications économiques qui est excellent. Donc on est sur une vague, on surfe dessus. Il n'y a pas de raison, en tout cas aujourd'hui, de remettre en cause cette dynamique économique. Bon, dernière question, la question un peu piège que vous n'aimez pas, je le sais, mais je la pose quand même parce que tout le monde aime la poser et entendre les réponses. Vous avez souligné la mauvaise performance de l'indice CAC cette année. Comment va-t-il se comporter en 2011? La question à 100 €. Alors, je vais vous faire une réponse d'une mauvaise foi, de Normand et une mauvaise foi manifeste. On avait prévu pour l'année 2010 une hausse de 10% du marché. Alors j'ai envie de réécrire l'histoire. Finalement, on l'a eu. Vous regardez l'Eurostock 600, il est à plus 10, plus 11%. Vous avez les bourses allemandes, plus 17, etc. Ce qui est venu peser sur la tendance du CAC, c'est la pondération des valeurs financières, assurance aussi, quand vous voyez la performance d'AXA, la contre-performance d'AXA, et puis la contre-performance de Total aussi. Donc vous prenez 5-6 valeurs du CAC 40, elles sont venues complètement décorréler l'indice de la réalité économique. Je réponds donc à votre question. Je pense que nous allons réitérer la performance que nous aurions dû avoir cette année hors financière et on s'attend à une hausse de 10-15% du marché en 2011. C'est-à-dire que vous restez pessimiste pour les financières? Je reste un peu à l'écart des financières pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le problème des dettes souveraines. Merci Franklin, vous restez avec nous. D'accord. Première émission de cette année 2011, l'occasion de sortir un peu la boule de cristal et d'essayer de vous donner des grandes perspectives. Philippe nous a rejoint. Bonjour Philippe et bonne année. Bonjour Thomas, bonne année également et bonne année à tous. Une très bonne année boursière. On va voir ensemble, on a vu avec Franklin un peu la big picture, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire le cadre dans lequel on va jouer cette année boursière. On va essayer de rentrer un peu plus, un niveau en dessous dans le détail, réduire le tamis,
pour parler des grands thèmes boursiers qui risquent d'animer aussi et de sous-tendre cette année, et ainsi que les secteurs. Alors on commence tout de suite avec un thème qui revient en deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, après 2010, les émergents. On va en reparler cette année forcément. Oui, de toute façon, ça sera cette année sur les 10 ans à venir. Aujourd'hui, le poids des émergents dans le monde. Les émergés, disait Franklin tout à l'heure en première partie. Tout à fait, les émergés. Donc, dans le commerce et l'économie mondiale, ça représente plus de 50% aujourd'hui. Sachant que les 2/3 des réserves de devises mondiales sont chez eux, avec une croissance entre 5 et 10% pour les 10 années à venir. On a l'impression que c'est encore une surprise, qu'on ne l'a pas vu venir. Quand même. Enfin, maintenant, on commence à être habitué, mais ça a quand même été une surprise. Et c'est la crise, finalement, qui a révélé ce potentiel. Alors, oui et non. C'est-à-dire que la crise a occulté pendant un moment la montée de ces pays émergents, mais tout de suite derrière, ce sont eux qui sont repartis les premiers, et donc ça les a mis en exergue. Ce qui a fait que depuis l'été 2009, ce sont eux qui ont la plus forte croissance. Si on essaie d'expliquer cette force des émergents à ceux qui nous regardent, parce qu'on pourrait se dire, peut-être naïvement, que finalement on avait la technologie, on a le savoir-faire, on avait l'économie. Qu'est-ce qui a déraillé chez nous? Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous, qui marche chez eux? L'envie, vous avez une population beaucoup plus jeune déjà, vous avez une démographie galopante, jeune, dynamique, mieux éduquée. Il faut savoir que parmi les 50 meilleures universités mondiales, vous avez beaucoup d'universités indiennes et chinoises. Donc, avec qui a le goût du risque, donc du coup, qui va avec la jeunesse. Exactement. Voilà. Nous, on est, comme disait M. de Villepin, un vieux continent, une vieille Europe. Et on en paye le prix. On en paye le prix. Donc, l'innovation, le Franklin dynamisme... n'a pas l'air d'accord. Si, tout à fait. J'allais le résumer aussi, aller essayer de payer 1 200 ou 1 300 euros à un ouvrier chinois et payer 100 euros à un salarié en France. Et vous aurez le négatif du positif et vous inverserez un petit peu ce qui se passe. Et à ce moment-là, on deviendra un véritable émergent. Alors, comment on joue les émergents cette année, en 2011? Est-ce qu'il y a une approche un peu différente de celle de 2010? Oui, sur deux aspects. Premier aspect, c'est qu'on va jouer les sociétés qui vont bénéficier à plein du dynamisme de ces pays-là. Donc, mais surtout des sociétés... Alors les exemples, c'est quoi? C'est la construction, c'est le transport, l'énergie, les télécoms? Beaucoup de domaines. On peut prendre par exemple l'industrie, comme par exemple Peugeot. Peugeot aujourd'hui, son premier marché, c'est la Chine. On peut prendre Lafarge. Aujourd'hui, plus de 50% de ses revenus et de son chiffre d'affaires se fait dans les pays émergents. JC-Deco, la publicité. Quand vous regardez que la publicité en Europe a cru que de 3%, alors qu'en Chine, elle a cru de 17%, vous comprenez que les enjeux se trouvent ailleurs. On a envie de déménager, à vous entendre. Et c'est ce que font les entreprises du CAC 40. C'est ce que font les entreprises. Virtuellement, elles déménagent aujourd'hui leurs ventes, leur production, elles se délocalisent. C'est vrai qu'elles ne font plus que payer leurs impôts en France, mais elles fabriquent ailleurs. Mais alors ça veut dire aussi qu'en jouant simplement nos bonnes vieilles valeurs françaises, et on peut profiter de cette croissance émergente. Oui, on n'est pas obligé d'aller directement sur le pays lui-même, mais jouer effectivement ces très belles sociétés européennes, il n'y a pas que les valeurs françaises, mais européennes, américaines également, qui ont en plus un savoir-faire et une avance technologique qui leur permet d'avoir des effets de levier et remporter des marchés importants sur ces pays-là. On le soulignait, quand on regardait la performance des deux principaux pays émergents que sont la Chine et le Brésil, eh bien, leurs performances boursières sont tout à fait mauvaises ou quelconques. Le Brésil 1%, la Chine, selon les indices, c'est entre -11, -14 et +5. Non, le jouer à travers des entreprises européennes est certainement un meilleur outil, un meilleur driver, parce que déjà on s'épargne la parité de change, et en plus de ça, on arrive à avoir des informations sur les entreprises qu'on n'obtiendra pas sur des entreprises chinoises. Et d'ailleurs, quand on s'est vu en 2010, à chaque fois qu'on était sur ces zones-là, jamais on est allé sur des valeurs en direct. On l'a à chaque fois fait sur des trackers ou sur la zone, mais jamais sur des titres. Et alors, ça amène une deuxième question, c'est qu'il y a émergent et émergent. On parle souvent des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Il y a autre chose dans les émergents. Oui, ça va être effectivement le second volet de cette approche, c'est qu'il va falloir s'ouvrir aux autres pays émergents. Il n'y a pas que les BRIC. Vous
vous avez par exemple l'Afrique du Sud, où vous avez une vraie dynamique qui s'est développée, la Thaïlande, l'Argentine. Et là, comment est-ce qu'on les joue alors ces pays? Est-ce qu'on les joue justement en direct, via des trackers, ou est-ce qu'on compte aussi sur nos sociétés françaises ou européennes? Les deux, parce que les sociétés européennes et américaines, elles ont compris tout ça. Elles savent qu'il faut aller chercher la croissance là où elle se trouve. Et elle se trouve dans tous ces pays-là. Donc on joue au travers de nos bonnes vieilles sociétés, comme vous dites si bien, mais également au travers de certains trackers pour avoir une présence locale. D'accord. Un tracker argentin, par exemple, ça c'est une bonne pioche pour cette année. Alors, autre thème qui a occupé un petit peu, mais finalement moins qu'on s'y attendait 2010. On va voir si vous pensez qu'il sera plus fort cette année. Ce sont les fusions-acquisitions. On a maintes fois évoqué les piles de cash accumulées par les sociétés occidentales notamment. Est-ce que les fusions-acquisitions vont occuper le devant de la scène? Oui. Parce que c'est une autre façon d'acheter la croissance, c'est d'aller l'acheter, se manger entre soi. Tout à fait. On estime qu'il va y avoir pour 2011 3 000 milliards de dollars de fusion-acquisition. Les entreprises se sont bien restructurées. Elles ont profité de cette crise très sévère pour se restructurer. Donc elles sont un peu endettées, regorgent de cash. Elles ont sorti de très bons résultats sur 2010. Mais malgré tout, pas tant de mouvements que ça en 2010. Je vous trouve un peu dur là quand même, Thomas. Je trouve que la thématique des fusions-acquisitions, surtout à partir du mois de juin, dans la deuxième partie de l'année, a été très fort et très violent. On a vu de très belles opérations. Si on s'intéresse à la France, par exemple, est-ce qu'il y a une grosse opération qui vous a marqué? Ah bah oui, GDF Suez déjà. Vous avez l'opération actuelle qui n'est pas finalisée, mais qui, à mon avis, va aboutir, c'est Sanofi-Jetsheim. Vous avez d'autres opérations qui ont été réalisées. Donc ça, grosse thématique 2011 aussi? Oui. Oui. Plus de 3 000 milliards de dollars. Énormément de cash, 3 000 milliards de dollars. Alors comment est-ce qu'on joue ça? Il faut repérer les proies? Exactement. Donc ça va être aussi la thématique des différentes émissions auxquelles vous nous conviez pour présenter ces différents... on va suivre ça au fil de l'eau. Tout à fait. Un autre thème, les matières premières, qui a soutenu aussi 2010. Alors, une classe d'actifs un peu plus risquée, qu'on a moins de facilité peut-être à lire par rapport aux actions. Le blé, le pétrole, l'or, c'est peut-être moins facile à appréhender. Oui, tout à fait. Moins facile, bien qu'on peut jouer au travers de trackers également. Mais là, parce que toutes les matières premières ont fait effectivement un parcours assez exceptionnel sur 2010 et ça devrait continuer sur 2011. C'est-à-dire qu'on n'a pas le vertige, là on ne se dit pas on est sur une bulle matière première? Non, pas encore. Pas encore. Et donc là, on va jouer un secteur qui est celui des matières premières agricoles, mais plutôt en amont. C'est-à-dire qu'on a vu que les revenus des agriculteurs avaient augmenté de façon significative grâce à l'augmentation des matières premières agricoles, le blé, l'orge, le riz. Alors c'est dû à des phénomènes un peu dramatiques. Vous avez des phénomènes catastrophiques et climatiques. On a vu le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde. Les incendies en Ukraine. Les incendies en Ukraine. Quand vous savez que la Russie est le 3e exportateur de blé, vous avez eu le boisseau de blé qui a été doublé. On est passé de 4 dollars à 8 dollars. Donc tout ça augmente les revenus des agriculteurs qui vont vouloir optimiser et rentabiliser mieux leurs terres. Oui. Et donc on va faire appel aux fertilisants, aux semenciers et aux équipementiers, tracteurs et autres dans le domaine. Moi j'aurais un petit point à ajouter. J'ai envie de dire, les matières premières, c'est un billard à 3 bandes. Vous avez les investissements des entreprises et la demande. Donc vraiment, là, on est sur le lourd. Vous avez tous les produits dérivés aujourd'hui, tous les ETF qui ont comme support le platinium, le palladium. Le palladium a augmenté de 91% cette année. Les produits or, la progression de l'or, c'est 29%, je crois. Vous avez, etc., le cuivre, etc. Donc tout ça, ce marché a été complètement biaisé par les ETF. Et puis, vous avez également la politique, la géopolitique qui rentre aussi en ligne de compte. Donc franchement, pour jouer les matières premières en direct et pouvoir se permettre de donner des perspectives sur les matières premières, franchement, je m'en garderais bien et je crois que c'est un exercice tout à fait impossible à réaliser. D'accord. Donc voilà, émergent, fusion, acquisition, matières premières, des thématiques fortes. Si on rentre d'un point de vue un peu sectoriel, si on fait un petit tour d'horizon des secteurs, est-ce que vous avez un tiercé ou un top 5 ?
Moi déjà, je vous dis, je rebondirai surtout sur secteur agricole, tous les équipementiers. D'accord, agriculture. Franklin, on a vu dans la première partie de l'émission que les financières, vous restiez à l'écart également, donc ça, c'est pas l'année du rebond pour les financières. C'est-à-dire que compte tenu de l'environnement, ça risque d'être très sportif, quoi. Donc à jouer pour les traders dynamiques, on en fera peut-être quand véritablement, comme on l'évoquait tout à l'heure, quand on assistera à des ruptures exagérées. Et là, on en profitera peut-être pour jouer uniquement des rebonds techniques. Mais ça ne sera pas notre tendance de fond, ça c'est clair. Les secteurs alors qui vous plaisent? Moi, les secteurs qui me plaisent, eh bien, on a évoqué également la reprise, la croissance, la dynamique des entreprises. Je pense qu'on a évoqué les investissements des entreprises à travers les technos. Donc je pense que les technos vont continuer d'être une thématique déjà abordée en 2010. Et puis, dans un autre domaine, comme l'a évoqué Philippe, tout ce qui est médias, les afficheurs, les diffuseurs, les agences, donc les publicistes, les Havas, les TF1, les Next Radio, également JC Deco, sont des valeurs qui devraient bénéficier de cet investissement des entreprises. Donc là aussi, il faudra être présent. Et puis, la chimie est sur une bonne direction, elle devrait continuer. Des valeurs comme Rhodia ont des objectifs de cours encore largement supérieurs. Il y a d'autres thématiques, évidemment, mais ce sont nos privilégiés, je pense, nos préférés. Certains annoncent le retour, le rebond, comme chaque année presque, j'ai envie de dire, des utilities. Est-ce que 2011 va voir ce rebond enfin se concrétiser? Pour nous, c'est l'Arlésienne. Ouais. Voilà, donc moi, j'y crois peu. Mais on ne sait jamais, ça peut être l'année des utilities. C'est vrai que quand on voit des valeurs comme Veolia, quand on voit des valeurs comme GDF Suez, comme EDF, etc., on est frustré de voir leur parcours boursier et du coup, très naturellement, on s'attend à ce qu'elles rebondissent et qu'elles valent leur véritable prix. Ça n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc, ce sera la grande incertitude, mais on aimerait bien. Les télécoms, pour finir? C'est pareil. On aimerait bien que ça bouge un peu parce qu'effectivement, en plus, très souvent, ce sont des sociétés qui ont de très beaux rendements. Prenez France Télécom, rendement de 6-7%. Vivendi aussi, oui. Vivendi, mais voilà, c'est toujours dans l'attente et tous les ans, on les remet dans l'espoir. Eh bien, raison de plus pour suivre notre émission hebdomadaire et essayer de profiter des opportunités qui ne manqueront pas de se présenter. Merci à tous les deux. Merci. Bonne semaine. Thomas.